Bonjour, c'est l'heure de l'info-flash du Bouboub. Petit épisode sur un sujet bien précis, pour toujours allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. La Saint-Valentin approche. Les dîners chandelles, les couples reposés, le temps pour se regarder dans les yeux. On sent déjà toute la traîne de ce type sur Insta. Bon, chez nous, clairement, on est à des années-lumière de ce délire. À la place, un bébé greffé à ton sein, des cernes XXL, on réfléchit même à une blépharoplastie où on met des patchs tous les soirs anti-cernes, riches en collagène, rétinol et vitamine C, ouais. On a aussi des discussions à 3h du matin sur qui se lève ou pourquoi tu souffles comme ça, enfin. Et c'est précisément pour ça qu'on avait envie de vous parler aujourd'hui du baby clash. Et plus particulièrement du baby clash lié à l'allaitement. Parce que quand tout le monde parle d'amour parfait, nous on préfère parler du vrai. Celui qui vacille, qui se cherche, mais qui peut aussi se réparer. Et Lana, elle rigole. Ça va toi? Oui, c'est moi qui ai écrit l'introduction. Tout va bien. Alors peut-être que tu peux écouter avec ton coparent cet épisode, peut-être même le soir de la Saint-Valentin. Bonne écoute. C'est l'heure de la petite tétée. Alors Cassandre, déjà, grande question, c'est quoi le baby clash? Eh bien, le baby clash, c'est le nom qu'on donne aux tensions conjugales qui apparaissent après la naissance d'un enfant. C'est assez récent comme terme. Ta mère nous disait qu'elle ne connaissait pas ce terme. Oui, on a d'âge chez mes parents. Alors la réflexion qu'on a eue, c'est qu'en effet, il y a 30 ans, les relations n'étaient peut-être pas les mêmes, parce que moi, typiquement, dans ma famille, mon père travaillait, ma mère ne travaillait pas quand elle m'a eu. Donc alors, c'est pas que ça, du coup, il n'y a pas de baby clash, mais je pense que les questions ne se posaient pas, il n'y avait pas la même répartition des rôles, pour le coup, pas la même charge mentale non plus, ou alors elle était acceptée différemment par les deux parts. En tout cas, de nos jours, c'est fréquent. C'est fréquent. Et ce n'est ni rare ni un échec. Donc, c'est ce qu'on vient de dire, c'est très fréquent. Près de 2 couples sur 3 traversent une période de crise après l'arrivée d'un bébé. Donc, on est à 11 000 écoutes par mois. Donc, quoi qu'il, je pense que tu as vécu un baby clash. Je crois que nous, on est 2. Si on prend une troisième personne, ce sera celle qui n'aura pas vécu le baby clash. Bah, Annick. Ma mère, bah voilà, c'est très simple. Alors, pourquoi ce baby clash? Bah, tout change, en fait. Il y a la fatigue qui explose. Il y a les repères qui disparaissent. On était 2, tout allait bien. Et voilà qu'on est 3 et qu'on dort plus. La charge mentale qui s'alourdit parce qu'on n'a plus à s'occuper que de soi. Et cette charge, bah, on va pas se mentir, elle est là surtout pour la femme. Et puis, bah, le temps de couple, le temps à 2, il se réduit, voire parfois, il disparaît. Et au milieu de tout ça, il y a parfois, souvent, si vous nous écoutez, l'allaitement qui peut devenir un point de crispation majeur. Alors, pourquoi l'allaitement, ça peut cristalliser les tensions? Eh bien, en fait, l'allaitement, ça mobilise énormément le corps, le temps, l'énergie mentale. La mère devient souvent le centre logistique du bébé. Jour, nuit, week-end, vacances, le bébé dépend d'elle pour se nourrir. Et autant on est d'accord pour allaiter, mais on n'est pas d'accord pour tout gérer. Et donc ça, c'est quelque chose... Alors, on en parle hyper souvent du vrai coût de l'allaitement maternel. On dit souvent que c'est gratuit, c'est pas gratuit. Ça prend le corps et le temps de la mère. Et donc, bah, ça, c'est pas valorisé, c'est pas vu. Et souvent, la deuxième personne du couple ne va pas forcément de se rendre compte de l'investissement que c'est, d'où la création de tensions. Et résultat de tout ça? Eh ben, quand c'est la maman qui gère tout, il y a une fatigue intense, un sentiment d'isolement, parfois l'impression de porter toute seule tout sur ses épaules alors que l'autre peut avoir du temps libre, du temps pour lui. Et de l'autre côté, là où le coparent peut se sentir du coup inutile, exclu, maladroit. Et parfois, sans mauvaise intention, on va sortir des phrases qui blessent. On entend « bah, tu pourrais tirer ton lait si t'es fatigué, puis t'as qu'à arrêter si t'es épuisé ». Enfin, après, moi, j'ai pas de sein pour le rassurer, donc pour toi, c'est facile, en fait. T'as juste à le mettre au sein. Et puis, je reste jamais la même relation que toi avec lui. Je sais pas comment prendre ma place, et bla, et bla, et bla, et bla. On en passe, et des meilleurs. Ajoutons à ça une répartition des tâches parfois inégale, parfois, voire très souvent, une libido en chute libre, on en parle dans l'épisode avec Carmi parle sexe, et aussi de la sensation de touch out. Tu peux nous en dire plus, Hélène, tu avais bien compris ce concept. Il a bien vécu. C'est le fait pour la mère, du coup, de se sentir surstimulée au niveau tactile, c'est-à-dire que oui, vous avez votre bébé toute la journée sur vous. Si vous avez plusieurs enfants, voilà, ils viennent, ils vous sollicitent, il y a vraiment ce côté
très tactile qui vient, et l'allaitement augmente ce sentiment. Et du coup, le soir, quand tout le monde est couché, si votre conjoint pose la main, en fait, rien qu'une caresse sur la joue, en fait, c'est trop. Et donc, d'où cette surstimulation tactile où, du coup, on va avoir une sorte de rejet de l'autre, mais qui n'est pas du tout lié à l'autre en soi, c'est plus à ce qu'on a fait la journée qui dépasse ce qu'on peut tolérer. À tout ça, il y a aussi des visions différentes de l'allaitement. Et donc, on obtient un terrain parfait pour le baby clash. Alors, comment on le traverse, ce baby clash, ou comment, on l'espère, on peut l'éviter? Donc là, on va essayer de parler de baby clash lié à l'allaitement, vu qu'on a un podcast sur l'allaitement. Mais vraiment vraiment parler, pas juste échanger des infos logistiques, un tel a poney à 12h, l'autre a danse à 14, mais dire ce qu'on ressent, même quand c'est moche, inconfortable ou culpabilisant. Et surtout, on cherche à écouter, parce que c'est bien de parler, mais il faut avoir l'écoute en face, et on ne cherche pas à corriger. Alors, on peut, pour essayer de discuter, s'organiser un temps de discussion dans la semaine. C'est un peu bizarre quand on le propose, mais en fait, quand c'est mis en place, ça peut sauver. Et ce temps de discussion, il ne faut pas hésiter à le noter, à le programmer dans un agenda partagé. J'en avais parlé dans l'épisode avec Camille Parle Sexe, mais j'ai une copine pour son premier bébé qui avait reçu, en cadeau de naissance de quelqu'un, des mini bouteilles de champagne. C'était des mini bouteilles qui font que 2 coupettes. Alors, on va pas refaire l'alcool et l'allaitement, mais bon, vous avez compris l'idée. Et en fait, la personne qui l'a offert avait dit, voilà, vous avez un bébé, ça va sûrement bouleverser votre couple, et gardez ça, et toutes les semaines, vous donnez un jour où vous vous ouvrez cette petite bouteille de champagne, vous buvez une coupe chacun, et vous discutez, vous parlez vraiment comme un couple, en fait. Et c'était pas une mauvaise idée. C'est pas obligé que ce soit du champagne, puisque l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui. Aussi, on peut multiplier les micro-connexions. Il y a une étude menée par la Touch Research Institute. C'est une université à Miami, en fait, dirigée par Tiffany Field. Je vous mettrai le lien de cette étude. Ça montre que le contact physique bref, comme un câlin d'au moins 7 secondes, permet de diminuer le cortisol, c'est l'hormone du stress, et d'augmenter l'ocytocine, c'est l'hormone du lien, de l'amour, du plaisir, qui favorise aussi la lactation. Donc vraiment, ne pas hésiter à se faire rien qu'un petit câlin de 7 secondes, ça peut-être tout changer. Et c'est pas si long quand l'autre te saoule. Non, sauf si t'es en tête. Ouais, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin de programmer un week-end en amoureux pour essayer de recoller un petit peu, de se rabibocher, quoi. Et on définit la place du coparent. Alors oui, encore une charge, c'est à nous de lui expliquer où est sa place. Pardon. Allaiter, c'est pas nourrir seul. Et il n'y a pas que l'allaitement qui intervient dans le fait de s'occuper de son bébé. Le coparent, il peut porter le bébé, il peut encore une fois gérer toute la logistique, les repas, les courses, les rendez-vous. Alors il va dire c'est pas très fun, mais en fait c'est pas très fun d'avoir les seins ensemble. Il peut consoler, il peut s'occuper des aînés, il peut protéger le temps de repos de la mère. On le dit souvent aux mamans qui sont fatiguées, qui ont des sentiments de manquer de lait, on leur dit mais en fait trouvez un relais, idéalement le coparent, et reposez-vous, et un vrai repos, c'est-à-dire que il prend en portage et il sort de la pièce, il part avec son bébé, et elle dort vraiment sans devoir se soucier de ce qui se passe. Et ça, c'est le plus précieux quand on est épuisé. Et tout ce travail, évidemment, de faire autre chose que l'allaitement, ça mérite d'être nommé, reconnu et valorisé. Donc on n'hésite pas à valoriser son coparent, bien sûr. Bon, après, il peut valoriser sa femme aussi. Oui, évidemment, la base. Oui, je suis vénère, je rigole. Pas du tout. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Créer du temps à deux, même imparfait, même 5 minutes. Idéalement, on peut se programmer une babysitter une fois par mois ou un relais régulier, grands-parents, tantes, oncles, amis de confiance. Pourquoi faire? Juste boire un café ou marcher à deux, ne rien faire même. Ou bien encore, regarder des photos de votre bébé. Même si vous parlez encore du bébé, vous êtes ensemble et ça compte. Et on reste pas seul quand ça coince. Quand le dialogue devient trop compliqué, on n'hésite pas à en parler à une consultante en lactation, à une sage-femme. Et il faut même pas hésiter aussi à voir un psychologue ou un thérapeute de couple. Demander de l'aide, c'est pas un aveu d'échec. Au contraire, c'est un acte de protection de votre couple. Et de votre famille, du coup. Et en vrai, c'est un point clé important.
Je suis très nulle en anglais, j'ai pas l'accent. Don't sprint until you sleep. Ne prenez pas de décision quand vous êtes épuisé. Le principe de ça, de cette expression, c'est simple et assez puissant. On ne prend pas de décision importante quand on est en dette de sommeil. Soit environ jusqu'au 1 an de votre bébé sans vouloir vous faire flipper, même voire plus. On va faire des épisodes de plusieurs sur le sommeil. Tenez-vous prêts. Mais c'est vrai qu'on le conçoit que c'est pas forcément facile. Et ce concept vient du monde de la psychologie et du couple. La fatigue altère profondément la régulation émotionnelle, la capacité à relativiser, l'empathie. Moi, clairement, en vrai, c'est vraiment l'empathie. Genre, des fois, j'ai envie qu'ils finissent en prison et je sais même pas pourquoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, ça peut altérer aussi la communication. Donc, quand on est fatigué, en postpartum et encore plus en cas d'allaitement, le manque de sommeil est quasi constant. Résultat, on réagit plus fort, on interprète mal, même un petit regard ou comment il respire. Et on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment. On n'a pas traduit l'expression, mais pour les moins anglophones d'entre nous, don't split until you sleep, ça veut dire ne te sépare pas tant que tu ne dors pas. Donc ça résume bien l'idée, sachant que moi ça fait 6 ans que je dors pas, je me séparais pas avant la retraite, les gars. Non, parce qu'après ils rentrent tard de soirée, donc tu dors pas non plus parce que t'as peur pour la nuit. Je dormirai jamais. Donc voilà, pas plus mal. Ça a dû être inventé par mon mari, cette expression. Anyway. Mais alors, pourquoi c'est crucial pendant l'allaitement de se dire on ne se sépare pas tant qu'on ne dort pas? Eh bien, parce que quand on allaite, les nuits sont souvent hachées. Toi-même, tu sais. La charge repose majoritairement sur la mère, ça aussi, tu sais. Et la fatigue est à la fois physique et hormonale. C'est souvent au cœur de la nuit, entre deux tétés, que surgissent les phrases les plus dangereuses. J'en peux plus, j'arrête tout. De toute façon, tu m'aides jamais. On n'est plus un couple. Voilà, le problème, c'est pas ce qui est dit. Le problème, c'est le moment où c'est dit. La nuit, le cerveau, il est en mode survie. Il cherche une sortie rapide à l'inconfort, pas une solution durable. Alors, comment appliquer concrètement le don't split until you sleep? Eh bien, ce qu'il faudrait, c'est mettre une règle claire à deux, genre à l'arrivée du bébé ou avant, faire une sorte de pacte avant même que ça dérape, se dire les décisions importantes, on les reporte après une nuit de sommeil. Bonne chance pour avoir une nuit de sommeil, par contre, mais c'est possible. Et ça peut concerner quoi, du coup? Du coup, les décisions qu'on dit importantes, ça peut être la décision de vouloir arrêter l'allaitement, de modifier radicalement l'organisation, de remettre son couple en question, ou autre sujet qui vous est propre, la couleur du mur du salon, la liste des invités au baptême, n'importe quoi. L'idée, c'est de nommer l'état plutôt que le conflit. Quand la tension monte, on essaye de se dire oh, en vrai, là, je suis épuisée, on en reparle demain. C'est vraiment pas fuir le problème, c'est se protéger d'un mauvais timing, quoi. Après, moi, si je fais ça, on va jamais en reparler. Demain. Et surtout se rappeler que la fatigue ment. La fatigue, ça donne l'impression que ça va durer toujours, qu'on est seul et que l'autre ne comprend rien. Après un repos, même si tout est relatif en termes de repos en daronie, la perception peut changer. Le problème est souvent moins énorme qu'il ne paraissait à 3h du matin. Aussi, on peut se créer un petit rituel de reprise après la nuit. Le lendemain, quand tout le monde a un peu dormi, ou beaucoup, on ne sait pas, peut-être un miracle, reprendre la discussion, reformuler sans accusation, chercher une solution concrète ensemble, par exemple. Par exemple, cette nuit, j'ai dit que je voulais arrêter d'allaiter. En réalité, je voulais surtout dire que je suis épuisée et que j'ai besoin de plus de soutien. Voilà, tu le dis avec tes mots, là ça fait un peu... mais vraiment, la communication, c'est le mot d'ordre. Alors pourquoi ce principe va sauver beaucoup de couples? Parce que déjà, il évite les décisions irréversibles prises sous le stress. Il va protéger le lien dans une période vulnérable et on remet le contexte biologique et émotionnel au centre. En postpartum, il y a beaucoup de conflits qui sont juste des signaux de fatigue et c'est pas des preuves d'incompatibilité. Il y en a même qui font des pactes, on se fait 0 reproche le premier mois. Et ça, je trouve ça bien. Après, faut pas le ressasser au bout d'un mois. C'est cocotte minute, quoi. Mais ou bien t'oublies, tu vois. Ouais, il faut oublier, parce que dire que ça compte vraiment pas, quoi. Et qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, on ne se sépare pas, non, ça va aller. On n'arrête pas tout, on ne tranche pas à 4h du matin. On dort et on en reparle après. On parle beaucoup de la transformation de la mère et c'est essentiel, mais devenir parent, ça transforme aussi le coparent, alors même si c'est moins visible ou moins nommé. L'allaitement peut accentuer ce décalage, c'est vrai, mais ce n'est pas une fracture définitive, c'est un temps d'ajustement.
La maternité, ça transforme, et la paternité aussi. Et le couple se reconstruit autrement. Et oui, ça va aller, pas tout seul, mais ensemble. C'est beau. Et pour se marrer un peu ou encore être plus vénère envers ton coparent, on vous a demandé sur Insta quel acte ou quelle phrase que ton plus un fait qui te fait péter un boulard, qui te rend dingo. On a quelques pépites. Alors, on va vous en lire quelques-unes parce qu'on a Marie. Commence pas. Alors bon, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a un facile... Non mais, je le ferais si je pouvais. Hein. Il y en a aussi qui disent « Dis-moi juste ce que je dois faire ». Mais en fait, on n'est pas ta mère. T'as un cerveau, prends des initiatives. Le jouet, il est devant tes pieds. Tu le ramasses. Celle-là, elle est pour mon mari. J'ai pas trouvé l'aspirateur, d'accord. Parce qu'il y avait un truc qui me fait... Il y a une vidéo comme ça sur Insta où il y a une nana qui regarde son mec qui fait... Des fois, j'ai peur qu'il trouve une fille mieux que moi. Puis je me rappelle qu'il trouve jamais rien. C'est mon mari, en fait. Et mon fils commence à faire pareil. Il y a aussi la phrase « Je pense qu'il a encore faim ». Ça, c'est vrai que ça nous... Voilà, tout n'est pas une question de faim, je pense. Un petit classique. Est-ce que je peux t'aider ? Mais en fait, non. Fais ta part, ne m'aide pas. Quand il dit « Je vais le faire ». Mais en fait, dès qu'il dit cette phrase, toi, tu l'as déjà fait parce que tu sais qu'il va pas le faire avant une semaine, je pense. Il y a aussi la jalousie qu'on peut avoir parce que lui, il arrive à aller aux toilettes tout seul ou à se laver tous les jours. Aussi, les gars, vous pouvez faire une formation « Je cherche et je trouve ». Parce que vraiment, il y en a quand ils cherchent, ils regardent vraiment en l'air pour trouver quelque chose. C'est trop facile. Il y a aussi... il y a quelqu'un qui nous décrit une situation où c'est le moment de changer la couche de bébé et que le coparent dit « Ah bah oui, il me semblait bien que ça sentait, oui. » Bah si te semblait bien, fallait peut-être y aller. Ou quand le mec il dit bonne nuit ma chérie, alors que je sais pertinemment que tu vas pas dormir et lui il va ronfler comme jamais. Attends, je continue, il y en a beaucoup. Il dit aussi qu'il est fatigué alors qu'il dort toutes les nuits comme j'allaite. Enfin, voilà quand il dit ah tiens, elle a fait une nuit complète. Bah non en fait, toi oui moi non. Et aussi, ça, c'est un truc qu'on adore, c'est quand après son congé paternité, il reprend le travail et qu'il te dit que lui, il travaille et que c'est plus fatigant que ce que toi, tu fais en restant à la maison. Non, les gars. Et là, je vous invite à aller voir les stories de Baptiste Beaulieu qui en parlait, qui, pour le coup, lui, est dans un couple homoparental et en fait, qui décrit que même si c'était un déchirement de devoir retourner travailler et de laisser son fils, et en fait, il avait une ambivalence de dire qu'il était quand même très heureux d'avoir une activité sociale, de parler à un adulte. Moi, je l'ai dit, autant c'était dur de faire garder mes enfants, mais je suis joie d'aller me boire un café chaud au travail, en fait. Donc ça, il faut pas l'oublier. Mais il y a aussi, viens, on va voir maman quand on a enfin une minute pour soi. C'est vrai qu'il y a un truc qui me rend dingo aussi. C'est pas moi qui l'ai écrit ça, mais c'est quand toi, tu fais tu vides ton tire-lait, tu fais tes étiquettes, machin. Il est derrière avec le bébé, il le berce. Et puis dès que t'as les bras de libre ou hop, il te le redonne. Mais pour lui, pour boire son café, quoi. C'est aussi une vidéo où tu vois un gars qui fait attends. Je vais ranger, prends le bébé, je vais ranger mon verre et tu vois la mère qui a l'aspirateur dans les mains qui prend le bébé parce qu'elle fait 3 trucs en même temps. Voilà, bref, des situations bien connues de toutes. On a compris. Il y a aussi quand il invite ses parents, peut-être Hélène, tu veux développer. Non, on a dit que le coparent devait être garant des visites. Et du coup, il faut qu'il sache limiter les invitations, en particulier à sa mère qui va te dire « Hélène !» Non, ça c'est pas quand ils sont invités, c'est quand toi t'y vas. « Viens Hélène, je vais te montrer où tu peux le changer. » Je ne sais pas, dis-le à ton fils, en fait, tu peux le changer parce que c'est pas moi qui suis préposée aux couches, en fait. Voilà. Mais bon, ça, c'est une éducation. Il y en a aussi qui mettent, quand ils laissent des emballages de yaourt vides au frigo, peut-être Hélène, tu veux développer aussi. On sait que c'est moi ou pas. Voilà, donc mon mari, c'est le roi de donner des yaourts et de laisser les emballages carton dans le frigo. Et ça me rend dingo, ça n'a rien à voir avec l'allaitement, en fait, puisqu'il fait ça, je n'allaite plus. Bref, partagez les tâches. N'hésitez pas à bien communiquer. Oui, je le fais très bien. Peut-être lui mettre cet épisode. Il y en a une qui dit « Il change les paroles des chansons pour nous parler. » Ça va loin. Les gars, faites un effort. J'imagine le gars qui chante ce rêve bleu en version fait la vaisselle. Ok les gars, allez. Ceci dit, là, il fait un effort. Il y en a une, et là, c'est moins drôle. Il me dit qu'il n'a plus de temps pour lui non plus. J'endors et dors avec l'enfant et il a des soirées solo. Ouais, faites vraiment un effort, les mecs, en vrai.
Sinon, on va s'en rendre compte à un moment et on va tous partir. Enfin, clairement, on n'a plus besoin de vous. Hein. Maintenant qu'on a les enfants. Voilà. Il me demande ce qu'il doit mettre dans le sac pour aller chez Nounou, alors que je gère tout. Ça, c'est vrai, pareil, le poids de l'enfant, apprenez-le. Et là, c'est en lien avec l'allaitement, vraiment. Dégeler 4 sachets de lait au cas où et se retrouver à en jeter 2. Vraiment, leur blanc, c'est précieux. Faites un effort. Ouais, faites un effort pour vous renseigner comment ça marche et comprendre que du coup, je pense que si t'es renseigné sur c'est quoi l'allaitement, ça ne deviendrait pas l'idée de jeter du lait maternel. Quoi. Voilà. Allez, en conclusion, l'allaitement peut être un espace de douceur, de lien, de puissance, après tout ce qu'on vient de dire, mais il peut aussi mettre en lumière des fragilités qui étaient déjà là ou en créer de nouvelles. Ce n'est pas une fatalité. En parlant, en s'écoutant, en s'entourant, le baby clash peut devenir une étape, pas une rupture. Et parfois même un point de départ vers un couple plus conscient, plus soudé, plus aligné. Et c'est là que tu as envie d'en faire un deuxième. Voilà. Alors, aussi, on l'a pas dit, mais je trouve que le baby clash, il est de plus en plus fort à chaque enfant. Ah clairement, le troisième, ouais. Alors, t'imagines. C'est exponentiel. C'est exponentiel. Comme les tranchées. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Boubouf le podcast. Si vous avez vécu un baby clash, si ce sujet vous touche, venez nous en parler sur Insta. On lit, on écoute et on échange toujours sans jugement. C'était l'heure de la petite tétée. Et bonne Saint-Valentin. N'hésite pas à noter, commenter, partager notre podcast pour que Boubou fasse du bruit dans les oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. C'était l'heure de la petite tétée.